l'essentiel est de créer les conditions d'émergence de la créativité, de l'intelligence collective. Vous avez des gens, on dit, on le voit, il est intelligent, oh là là, il est brillant. Et puis il y a des gens qui sont non seulement intelligents, mais qui vous rendent intelligent. Cet animal qu'est la langouste est un animal qui a une carapace qui lui remplace une colonne vertébrale. Mais l'idée, c'est de ne pas être prisonnier de cette carapace, de ce statut, de cette image de soi-même. Bienvenue dans The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Je suis Frédéric Nolf et je tends le micro à des leaders qui ont des choses à dire. On parle d'expérience, de conviction et de comment ils font bouger les lignes. Dans cet épisode, nous ne recevons cette fois-ci pas un DRH ou un CEO, mais un expert. Et je suis particulièrement heureux pour cette première de vous partager ma conversation avec Vincent Lénart, qui est considéré comme la référence du coaching en francophonie. Il y a introduit la discipline en 1988 déjà, en créant la toute première formation au coaching en français. À travers son cabinet et un collège d'enseignants, il a formé avec une haute exigence plus de 2200 coachs en France, en Belgique et au Maroc, accompagnant depuis près de 40 ans des équipes et entreprises de tous secteurs. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages de référence, dont Les responsables porteurs de sens, livre fondateur du coaching, paru en 1992. Dans cet épisode, nous avons parlé des qualités du coach, de l'identité du leader comme levier de transformation, de ce qui fait vraiment une équipe performante, des éléments organisationnels inspirés par la physique quantique et de bien d'autres choses encore. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires Transearch et Q7 Leader. Je vous en souhaite une excellente écoute et si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous. Bonsoir, je m'appelle Vincent Lénart et je suis, executive coach. Il se trouve que j'ai fondé et je continue de diriger un petit cabinet à Paris qui s'appelle Transformance Pro et qui a été créé en 1998, 88, oh là là, qu'est-ce que je raconte? 1988, donc ça a déjà bientôt 40 ans d'existence. Il se trouve que j'exerce ce métier après avoir été thérapeute et enseignant, formateur de thérapeutes, tout en étant en même temps consultant en Organization Development. Dans le jargon, on appelle ça l'OD, Organization Development, qui est une approche originale qui considère l'entreprise avant d'être une entité juridique, financière, industrielle ou autre, et surtout une communauté humaine. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce travail d'accompagnement des organisations, parce que finalement, c'était en fait du coaching avant la lettre, quoi, parce que l'idée Mais oui, était de considérer cette communauté humaine comme capable de se prendre en charge elle-même et que l'accompagnement n'était pas d'apporter des solutions toutes faites, mais par un accompagnement, d'aider les personnes, les acteurs, dans une logique d'empowerment. Voilà. Donc, c'est ce que je pratique depuis longtemps. Voilà, oui, et tu as été un des premiers à parler de coaching, en tout cas dans les pays francophones et peut-être même au-delà. exactement. J'ai été très marqué par mon appartenance à l'univers de l'analyse transactionnelle, où j'étais président de l'association européenne, donc pendant plusieurs années, et ce qui m'a amené beaucoup, et je me formais avec les meilleurs consultants et thérapeutes américains, et ces voyages aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons et dans le nord de l'Europe m'ont fait découvrir dans les années 75, 80, 85 que le coaching existait alors qu'il n'existait pas en France. Et donc je me suis dit: «Oh là là, mais c'est un besoin et c'est un besoin qui correspond à unifier ce qui est du côté du développement de la personne», ce que j'avais beaucoup pratiqué, et de l'autre côté du développement de l'organisation. Mais au lieu que ce soit fragmenté ou fracturé, eh ben, le coaching est une façon d'unifier cela. Voilà, donc ce qui fait que j'ai finalement en 88, j'ai lancé la première formation de coaching en France, et en même temps, j'ai créé ce petit cabinet qui continue de fonctionner. Et évidemment, depuis, j'ai formé des centaines et des centaines de coachs à travers 9 écoles qui sont en Belgique,
au Maroc, en Europe, à Paris, bien sûr. Et puis j'ai continué évidemment mon travail d'executive coach avec des équipes, travaillant dans toutes sortes d'entreprises nationales et internationales, voilà. Oui, et tu as travaillé dans le conseil stratégique aussi? Pas vraiment, non, j'étais plutôt j'ai eu pendant 3 ans, j'ai travaillé avec le BCG comme senior advisor et ensuite jusqu'à l'année dernière, donc pendant, oui, pratiquement 10 11 ans avec Bain au niveau international et des en tant que senior advisor. Maintenant, je travaille avec des Bainies qui sont sortis et qui travaillent comme de partenaires dans des grandes interventions, notamment à New York. Mais j'ai eu l'occasion, grâce à cet accompagnement de senior advisor, d'aller, je ne sais pas, plus de 50 fois intervenir aux États-Unis, au Canada, à Singapour, et cetera. Donc en Europe, évidemment, beaucoup, au Maroc, et cetera. Donc j'ai une expérience, suffisamment diversifiée qui m'a permis aussi de donner à cet enseignement du coaching un background vraiment opérationnel, quoi. Donc voilà, c'est pas seulement de la théorie, c'est vraiment l'expérience de nombreuses situations, oui. Oui, alors j'ai eu l'immense chance, et je pèse mes mots, de suivre la formation Coach and Team dans l'école, qui la dispense en Belgique, et je peux dire que c'est, très complet et très ardu, hein. C'est pas une formation simple, et quand je la suivais, je disais autour de moi: «Elle est lourde, hein, elle est mais jamais pesante». Jamais ça ne m'a pesé, mais c'était du lourd. Il y avait beaucoup de matière, beaucoup de pratique, beaucoup de remise en question, et donc on va parler de coaching, on va parler de leadership, on va parler des leaders, d'identité, on va couvrir toute une série de sujets, mais peut-être avant tout, c'est quoi finalement le coaching et en quoi c'est une démarche qui est apparentée ou différente du mentoring, du consulting? Donc c'est quoi le coaching, Vincent? Alors, je n'ai que 2 minutes pour définir ça, parce que ça mériterait certainement une bonne demi-heure, mais en un mot, c'est un métier très particulier qui est consubstantiel avec tous les métiers de relations d'aide, que ce soit disons le consulting, le mentoring, le tutoring, voire même la thérapie, le conseil conjugal ou le coaching de vie, et cetera. C'est un métier qui est assez comprehensive approach et qui, est particulier parce qu'on accueille vraiment la totalité de la personne. Quand la personne vient dans mon cabinet ou quand je la rencontre, dans son entreprise, je ne peux pas dire à la personne: «Vous laissez votre inconscient à la porte, vous laissez vos émotions à la porte». Donc la personne vient avec tout elle-même, et ce qui est très particulier, c'est que ce métier qui embrasse donc l'ensemble des composantes de la personnalité coachée est un métier qui a des frontières, et donc il faut connaître ces frontières, parce que le coach, je prends la métaphore un peu simple de l'iceberg. Si on travaille plutôt avec ce qui est au-dessus de la surface, hein. L'iceberg qui est le client et que je suis, donc c'est plutôt au-dessus de la surface. Mais évidemment, on sait bien que pour un iceberg, et pour un être humain, 6 ou 7/8 de l'énergie se trouve en dessous de la surface de flottaison. Donc il faut prendre en compte tout ça et en même temps ne pas faire de la thérapie sauvage, ne pas faire du consulting sauvage, et cetera. Le coach est quelqu'un qui ne se substitue pas à la personne et qui considère la personne ou l'équipe ou l'organisation, comme dans l'OD, dans l'organisation development, comme une entité humaine qui est compétente, qui est capable, d'être autonome, de se développer, et cetera. Et donc c'est un métier complexe parce qu'on passe d'une dimension relativement objective, un peu comme un ingénieur qui travaille avec une machine, sauf que l'être humain n'est pas une machine. Donc les notions de science et de technologie, ne doivent pas être oubliées, mais on bascule dans un autre univers qui est celui de l'intersubjectivité. Et ça, heu, ça nous oblige à prendre en compte la complexité, voire même le mystère de la personne. C'est-à-dire on travaille pas avec des robots, on n'est pas dans l'intelligence, artificielle. On travaille dans de l'humain et de l'interhumain, quoi. Donc ça suppose une connaissance, une expérience et une capacité je dirais paradoxale de la complexité parce qu'il faut respecter l'autre tout en intervenant. Il y a un certain nombre de paradoxes peut-être que je pourrais évoquer. Voilà, c'est un métier complexe, hein, et qui commence maintenant à être beaucoup plus connu, mais
Je pense par exemple qu'il y a en gros 2 écoles. Il y a l'école plutôt anglo-saxonne qui a évidemment sa valeur, mais que je considère, pour bien la connaître, plutôt, result oriented. On est plutôt, business, on fait un contrat, on fait une feuille de route et action et cetera. On va atteindre nos objectifs et cetera. Moi, j'ai vraiment pris une position non pas opposée, mais nettement différente, qui est plutôt, de prendre en compte un souci de construction identitaire de la personne, des équipes, de l'organisation et de cohérence entre l'identité des personnes et de l'identité des entreprises, et cetera. Et donc ça suppose un travail, avec un niveau de non seulement de déontologie, mais d'exigence. Et souvent on me dit: «Mais bon, on vous connaît, votre, école en France, ou en Europe est assez connu. Est-ce que vous êtes meilleur que les autres? Ben, je dirais que ça, c'est pas à moi de dire, puis je ne suis pas forcément le meilleur que les autres. Par contre, ce qui me différencie, et il y a peu d'écoles qui peuvent prétendre ça, c'est que pour moi, dès le début, il y avait des valeurs très fortes dans mon approche et notamment dans la formation des coachs. C'est que les coachs qui s'engagent dans ce travail doivent faire un travail fondamental sur eux-mêmes. Il faut faire un travail, disons, d'ordre thérapeutique au sens large. Alors, est-ce que c'est la psychanalyse? Est-ce que c'est l'analyse transactionnelle? Est-ce que c'est les approches de psychologie humaniste? C'est un ensemble de tout ça. Mais l'idée, quelqu'un qui doit accompagner une responsable ou un responsable qui vit forcément non seulement des changements, mais parfois des ruptures, des situations transformationnelles importantes, bah, il faut avoir travaillé sur soi, quoi, pour ne pas être Je piégé peux dans en des. témoigner puisque ayant suivi ce parcours, on m'avait demandé, comme tous les personnes qui ont suivi le parcours, de m'engager à être suivi en thérapie pendant les 16 mois du parcours. Au départ, je m'étais dit: «Oh là là, mais pourquoi on me veut ça? Je vais a priori, je vais bien, j'ai pas vraiment de gros problèmes» et j'ai compris. Alors, évidemment, on ne relate pas ce qu'on discute en thérapie vis-à-vis du parcours de coaching, mais on s'engage simplement à être pris en charge, à avoir un lieu thérapeutique. Alors d'abord, moi, ce que j'ai vécu, c'est que, bah, quand on travaille comme ça, d'une formation aussi, profonde de coaching, ça peut venir mettre des choses en résonance chez nous. On a intérêt à avoir un lieu pour pouvoir en parler. De manière pragmatique, ne pas bloquer le groupe non plus avec des éléments plus individuels. Et puis, effectivement, je te rejoins tout à fait. Je pense un bon coach doit avoir conscience de lui, bien se connaître pour pas projeter des choses qui lui appartiennent sur ses clients et pour comprendre ce qu'il vit aussi dans les relations avec ses clients. Donc ça a été pour moi un des éléments très importants de la formation qu'au départ j'apprenais un petit peu, hein. Je disais: «Oh, c'est vraiment nécessaire? Oui, si on va bien, on est obligé de le faire». C'est pas une question d'aller bien ou de ne pas aller bien, c'est une question de travailler sur soi dans les profondeurs et j'ai trouvé ça, terriblement, intéressant. Alors, c'est quoi les qualités d'un coach, Vincent? Ah! Alors, évidemment, souvent, au début, les personnes qui viennent pour se former, hein, ou qui viennent en tant que potentiels coachés, hein, viennent beaucoup dans une logique, d'avoir des outils, de connaître des grilles opérationnelles, de diagnostic, d'intervention, et cetera. Et évidemment, c'est incontournable. Mais pour moi, c'est pas ça qui fait les qualités d'un coach. Je je profite moi aussi beaucoup de mon expérience de thérapeute où j'ai travaillé avec parmi les plus grands thérapeutes américains notamment, et j'ai découvert assez vite que l'essentiel, c'était, la qualité d'être de la personne. C'est-à-dire, son sa relation à soi-même. Est-ce que la personne est en sécurité, est relativement en paix avec elle-même? Est-ce que dans le jargon, on Le dit être coach lui-même alors? le coach lui-même, ouais. Est-ce qu'il est OK avec lui-même et avec les autres? Enfin, être OK plus, plus, comme on dit dans le jargon, si on est et ça décide pas par une note de service, c'est le résultat d'un travail qui n'est jamais terminé. Parce que nous sommes des êtres humains et nous avons tous, comme l'ont les dirigeants, un certain degré de complexe de l'imposteur. Si vous voulez, jusqu'à présent, j'étais nul, mais maintenant que j'ai ce nouveau projet, cette nouvelle mission et cetera, est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'il faut que je fasse,
je fasse, preuve, d'une compétence et cetera et donc ce travail sur soi est très, très important et oblige à un certain nombre de paradoxes, hein, de lâcher du contrôle pour garder du contrôle, assumer le paradoxe de la compétence, c'est-à-dire d'accepter les limites de ma compétence, tout en reconnaissant ma compétence, hein, pour que je mette ma compétence au service du déploiement de la compétence de l'autre. Donc tout ça, ça oblige à un travail sur soi et qui ne se décrète pas comme ça, d'une façon purement volontariste. Donc travailler sur une certaine travailler sur une pour répondre à la question, d'abord une certaine qualité d'être. Parce que j'ai l'exemple souvent de gens qu'on voit comme des gens intelligents. Vous avez des gens, on dit: «On le voit, il est intelligent, oh là là, il est brillant». Et puis il y a des gens qui sont non seulement intelligents, mais qui vous rendent intelligent. Quand on est avec eux, il y a des gens, on les admire ou mais on se sent pas forcément soi-même mieux. Tandis qu'il y a des gens, quand on est avec eux, ben, on se sent déjà mieux. Vous voyez? Mais il y a des dans le leadership, j'ai eu le privilège de rencontrer un certain nombre de leaders qui avaient cette qualité d'être, vous voyez? Et ben, le coach, c'est principalement cette idée, c'est-à-dire quelqu'un. Est-ce que je suis est-ce que j'ai cette qualité? Sans doute insuffisamment, mais peut-être un peu mieux qu'avant. C'est-à-dire quelqu'un qui est relativement en paix avec lui-même et qui crée une condition d'une relation. Alors le deuxième qualité, c'est justement avoir, une expérience de la relation. On est censé quand même, être des expériences des processus relationnels, de ne pas se laisser non plus déstabiliser par les clients, de ne pas être dans une position de directivité du client, donc savoir se mettre dans la bonne relation qui est à la fois suffisamment cadrée et sécurisée pour la personne. Les Américains parlent de offering a safe space, vous voyez? Créer que dans la relation avec le client ou le groupe ou l'entreprise, un espace de sécurité suffisant pour que l'on puisse, aborder les vraies questions, les vrais problèmes et cetera. Bon, ça je pourrais développer, mais brièvement. Et puis le troisième, c'est surtout comprendre les enjeux, avoir une intelligence de l'entreprise, des phénomènes identitaires, des phénomènes de transfert, des enjeux qu'a le client en fonction de sa situation. Par exemple, il m'a fallu plusieurs années pour, passer au début où je travaillais avec des directeurs qualité, des DRH, des directeurs de formation et puis des DG, mais de passer du numéro 2 au numéro 1, hein. Apprendre à travailler avec des patrons de grands groupes, par exemple, bah, ça ne s'apprend pas dans les bouquins. C'est pas du tout vous voyez, c'est d'autres enjeux, tout à fait différents et cetera. Donc comprendre les enjeux, donc qualité d'être, capacité relationnelle, vous voyez, ne pas être pris par des phénomènes de transfert ou de contre-transfert et cetera. Et puis, comprendre les enjeux et évidemment les techniques, de diagnostic, de confrontation, de gestion des équipes, d'avoir des grilles opérationnelles et cetera. Mais ça vient en 4 é c'est indispensable, mais c'est souvent premier dans le souci des personnes qui démarrent ce métier. Mais c'est par exemple, je termine juste là-dessus, sur la notion des qualités. Ça a été une très agréable surprise pour moi dans les programmes de formation sont en général sur plus d'un an et je m'attendais à la fin des formations qu'ils me disent: «Ouh là là», les gens en feedback sur ce qu'ils avaient vécu pendant un an, qui disent: «Oh là là, j'ai appris des techniques, je sais connaître le métier» et cetera. Oui, ils le disaient, mais l'essentiel à 80 ce qu'ils disaient: j'ai changé d'identité. Je me suis, réconcilié avec moi-même. Je vis des relations avec les groupes, avec les personnes d'une toute autre nature, hein, tu vois? Voilà, Oui, voilà, j'évite les pièges relationnels. Tu sais, je voulais te faire une confidence, Vincent. Moi, quand j'ai oui, commencé la formation, j'étais impatient de découvrir des outils de coaching et donc j'étais, présent et je trouvais qu'il y avait une certaine lenteur d'aller vers la découverte des outils et je m'en ouvrais aux enseignants, disant: «Bon, bah, c'est très chouette, on c'est très intéressant, mais donnez-moi des outils» et ils me disaient: «Ah oui, OK, mais sois un peu patient». J'ai dit: «Mais on fait plein d'autres choses intéressantes» et un jour, j'ai eu une prise de conscience phénoménale. Je me suis dit: «En coaching, l'outil, c'est moi et donc si je travaille sur moi, je développe mon outil» et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Voilà, ça tout ça a pris un sens complet». alors oui, c'est très beau ce que tu dis et ça évoque une situation que j'avais vécue, quand j'étais plus jeune. J'ai fait une formation de comédien, de metteur en scène et cetera et j'ai découvert que le comédien est un artiste, mais à la différence du
du violoniste ou du pianiste, hein, il y a l'artiste et puis l'instrument. Eh bien, le comédien, il est aussi l'instrument. Mais je dirais le coach, c'est pareil. Il doit développer une capacité d'artiste, de créativité, et cetera, mais c'est lui-même, sa personnalité qui est l'instrument. Merci, c'est une très bonne façon de rappeler les choses, Tu oui. accompagnes des leaders depuis, des décennies, on peut le dire, Oui, oui, oui. y compris, des leaders du plus haut plan. Oui. Qu'est-ce qui a changé chez les leaders? Qu'est-ce que tu observes aujourd'hui? Qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui dans ce rôle de leader? Là, il faudrait une demi-heure pour développer ça, mais en 2-3 minutes je pense que de plus en plus, ce qui apparaît, c'est que le leader hiérarchique, top down, disons, extrêmement directif, continue de développer ses qualités de directivité, ça c'est sûr. Il a des décisions à prendre, il est souvent seul à prendre des décisions, il a faire des arbitrages et cetera. Mais de plus en plus, en tout cas je le vois vraiment, je n'ai pas des chiffres, statistiques précis, mais de plus en tout cas ceux avec qui je travaille, sont des gens qui ont vraiment compris qu'ils devaient, créer, heu, les conditions de l'intelligence collective de l'organisation, quoi. Je vais même aller plus loin avec un des plus grands dirigeants avec qui je travaille, qui est vraiment un homme, je ne vais pas citer son nom parce que je ne vais pas me servir, je ne vais pas trahir ni la confidentialité. Il me dit: «Mais récemment, on était ensemble à discuter, il me disait: "Vincent, plus j'avance, plus je me rends compte que tout en ayant, développé mes capacités de directivité, l'essentiel n'est pas de diriger les gens, l'essentiel est de créer les conditions d'émergence de la créativité, de l'intelligence collective." Et donc, alors, dans le jargon, on fait référence à MacGregor, la théorie X directive et la théorie Y non directive. Alors bon, l'idée c'est, même si je dois assumer ma directivité, ma capacité de directivité, d'arbitrage, de décision, et cetera, je dois en permanence regarder les autres dans Y, c'est-à-dire de voir que les autres, les autres sont capables, ont un potentiel, et plus je vais diriger ça, plus je vais générer cet empowerment, cette logique, non seulement de délégation, mais de transformer la délégation en empowerment, c'est-à-dire de considérer que la personne elle-même a une créativité, a des motivations intrinsèques, et cetera. Plus je peux générer ça, plus je vais avoir des chances d'avoir une organisation en intelligence collective. C'est Frédéric Laloux que tu connais certainement, Oui, bien sûr. qui dit que dans ce type d'organisation, mature, finalement, le leader n'a plus le monopole de l'initiative et de la décision. Il partage davantage, mais il maintient, certaines prérogatives parce qu'elles vont avec le rôle, mais il n'empêche pas les autres de prendre des initiatives, par exemple. Non seulement ça, mais il est attentif à ne pas être prisonnier de ce rôle hiérarchique. Il faut qu'il l'assume à certains moments, bien sûr, et qu'il soit à l'aise dedans, mais qu'il ait créé les conditions où tout le monde se sent, co-responsable, quoi, vraiment, potentiellement co-responsable, c'est ça le point. Le monde dans lequel on évolue est de plus en plus chaotique, on parle de polycrise. Qu'est-ce que ça génère chez les gens qui gèrent les organisations? Ce monde VUCA, cette imprévisibilité? Oui, alors, je pense qu'il y a deux polarités. Soit les personnes ont peur, de se remettre en cause et ont tendance à se sécuriser dans leur zone de confort, soit au contraire, il y a une capacité à s'ouvrir, à se remettre en question, à prendre, notamment dans le leadership, comme j'ai beaucoup travaillé là-dessus, bien sûr, avec de nombreux leaders de toutes sortes, au niveau international et à des niveaux différents, bien sûr, mais c'est vraiment, la capacité de concevoir que le leadership suppose de ne pas être enfermé dans son cerveau gauche avec, un adulte parfaitement factuel, objectif, et cetera, mais d'être capable d'entrer dans l'intersubjectivité, d'entrer dans son intelligence émotionnelle, d'entrer dans une capacité, heu, d'utiliser les différents cerveaux, le gauche, le droit, le cerveau, gutsy, le cerveau, du cœur, et cetera, et du coup, dans son intelligence émotionnelle, comme le dit Goldman, hein, c'est très basique, mais c'est un long chemin.
d'abord accueillir ces émotions, les connaître, ensuite prendre toutes les informations que donnent ces émotions, ce qui est en dessous de la surface de flottaison de l'iceberg, et c'est la condition où je vais pouvoir commencer à accueillir les émotions de la personne. Alors, pour que les personnes se sentent comprises, il est absolument indispensable que le dirigeant développe une capacité d'empathie. Et qu'est-ce que le leadership, si ce n'est ayant développé l'empathie? Ça ne veut pas dire être laxiste et d'accord toujours avec les personnes, mais que les personnes que j'accompagne ou dont j'ai la responsabilité, eh bien, j'ai pu créer les conditions où ils se sentent pris en compte et compris. Ils pourront ne pas être d'accord et ils accepteront que je ne sois pas de leur avis, mais ils n'accepteront pas de ne pas avoir été pris en compte et de ne pas avoir été écoutés ou entendus, tu vois? Et donc tout ce travail, c'est là où je vois, en tout cas avec un certain nombre de dirigeants avec qui j'ai eu le privilège de travailler récemment, et ben, le fait de s'ouvrir à cette dimension-là, ça c'est vraiment relativement nouveau. Ça, j'ai rencontré ça il y a 30 ou 40 ans déjà, bien sûr, hein, mais maintenant, je pense que c'est l'enjeu auquel de plus en plus les dirigeants s'ouvrent. C'est ça, c'est une forme de lâcher prise dans une acceptation que de toute façon, dans un monde chaotique, le contrôle n'est plus possible, non? C'est accepter ce qui émerge, laisser la place à ce qui est pas prévu? Alors, absolument, il y a tout le je dis souvent à mes clients: «Et vous devez devenir un sérendipiteux». C'est-à-dire, vous devez accepter cette notion de sérendipité, c'est-à-dire d'accepter un peu comme Christophe Colomb qui cherche l'Inde et puis qui part et puis qui découvre l'Amérique. Donc il faut être La prêt à être sérendipité, c'est le joyeux c'est l'heureux hasard, hein, je pense? La on sérendipité, c'est peut dire l'heureux on peut dire hasard, ouais. ça, oui. C'est le fait que je trouve plus ou autre chose que ce que je cherchais. Donc il faut être capable de sortir out of the box, de sortir de sa zone de confort et de prendre le risque de découvrir des choses, quoi. Et de découvrir des choses objectives ou subjectives, c'est-à-dire dans les qualités des personnes, dans la richesse de la créativité des autres. Et la question, c'est pas seulement supprimer le contrôle, parce que c'est plus complexe que ça. C'est d'être capable de lâcher du contrôle pour garder un certain contrôle. C'est très paradoxal. Il faut que j'accepte la parole de l'autre qui n'est pas forcément la réponse que j'attendais de la personne. Donc et comment m'ajuster à cette enfin, c'est tout le cheminement à travers la complexité, c'est-à-dire, comme le dit notre ami Morin, passer de la monologique, c'est moi qui ai raison, à une dialogique où l'autre a une représentation différente, c'est pas pour autant qu'elle n'est pas légitime. Donc comment je vais accepter la représentation de l'autre, partager ma représentation et ensuite aller dans ce qu'on appelle une téléologique, c'est-à-dire est-ce qu'on a on a créé une finalité commune et qui va s'enrichir des différentes représentations. Et tout ça, c'est un travail de transformation identitaire très important, ouais. Bah, justement, transformation identitaire, je pense que c'est un des aspects sur lequel porte ton travail, sur l'identité des leaders. Absolument. Et je découvre, alors c'est assez amusant parce que ça fait déjà 30 ans que je travaille là-dessus, mais maintenant ça devient de plus en plus je travaille toujours à 3 niveaux. La personne avec qui je travaille et qui me demande de l'accompagner, la plupart du temps, a des enjeux opérationnels, des décisions à prendre, un projet à mener, à lancer, des conflits à résoudre, des capitaux à placer, enfin, bah, c'est très concret, hein, évidemment, on est dans le concret. Mais derrière, presque toujours, se joue un problème de son identité professionnelle, de sa job description. Vous voyez, en tant que numéro un d'une entreprise, le problème de l'identité du numéro un est majeur. Comment traiter mon complexe de l'imposteur? Comment oser aborder les problèmes et les sujets qui fâchent? Comment me positionner par rapport à mon conseil d'administration, par rapport aux analystes financiers, par rapport à ma structure interne, et cetera? Bon, et donc ma job description, quelle est la limite de mon pouvoir, que m'en donne mon conseil d'administration, par exemple? Quels sont les risques que je prends? Quel est le budget que j'ai? Quelle est l'équipe que j'ai, et cetera. Mais plus profondément se joue le problème d'identité, je dirais existentiel, et notamment pour des dirigeants de haut niveau qui, sont passés la cinquantaine ou la soixantaine, où le problème n'est plus seulement un problème de carrière, mais un problème de transmission,
voilà, un problème de legacy, un problème de transmission, un problème de la pérennité de leur organisation. Alors comme moi je suis à un âge, j'ai dépassé largement la soixantaine, c'est le moins qu'on puisse dire, je me trouve avec, plus souvent avec des patrons de haut niveau, qui sont 10 ou 20 ans de plus jeunes que moi. Et je découvre qu'en fait, ces personnes-là ont besoin d'un lieu de parole parce que quand on a 55 ans, ou 60 ans ou 65 ans, c'est pas toujours facile de trouver un interlocuteur qui comprend non seulement, la complexité de ce que moi, dirigeant, j'ai à gérer, mais en quoi ça m'interpelle au niveau de mon identité. Donc de leur permettre de préparer leur legacy, leur transmission. On voit par exemple pour des grands groupes, préparer une succession, ça demande entre 5 et 10 ans. Vous voyez, ce n'est pas un truc qu'on va décider pour dans les 6 mois qui viennent. C'est quelque chose qui se prépare. Donc, comment je me constitue, comment je structure un écosystème qui soit le plus sain possible, qui soit moins dépendant de ma personne. Moi, j'ai un dirigeant, je ne vais pas citer son nom, encore il avait cité mon nom dans les journaux, donc je pourrais aller dire, bon, d'un grand groupe industriel, et qui dit, moi, merveilleux de travailler avec cet homme-là. J'ai travaillé pendant 8 ans avec lui pour préparer sa prise de poste et ensuite l'assurer. Il dit, mon ambition en tant que numéro, c'est qu'on n'ait plus besoin de moi, quoi. Créer les conditions où j'ai su générer une dynamique neuronale d'une entreprise et d'un COMEX qui fonctionne comme un cerveau, où les interactions entre les personnes sont extrêmement fluides, etc. Vous voyez. Alors c'est ça le travail qui est à faire, à mon avis. Ce travail identitaire. Alors, je t'ai déjà entendu dire ramener l'essentiel au cœur de l'important. Est-ce que tu peux exprimer ce qui est plus qu'une formule, ce qui est c'est davantage qu'une formule? Alors oui, ça c'est il se trouve que, je ne vais pas raconter ma vie, mais enfin, il se trouve que j'ai eu le privilège dans les années 90, 89-90, de rencontrer un patron, qui s'appelait Bertrand Martin, qui est décédé maintenant il y a déjà une dizaine d'années et qui était un grand patron, qui avait à l'époque 15 ans de plus que moi et que je rencontrais avec, révérence parce que c'est un homme extraordinaire et moi, je venais de sortir mon bouquin sur les responsables porteurs de sens, qui était mon vraiment premier bouquin personnel, que j'écrivais et dans la préface, j'avais mis cette phrase, «Il s'agit de mettre l'essentiel au cœur de l'important». Or lui me parle, il me dit: «Mais voilà, j'ai travaillé avec, Olivier Le Cerf, mon ami Le Cerf, président de Lafarge, et cetera, qui me dit, heu voilà, je vais prendre ma retraite bientôt et donc pendant, 40 ans de ma vie, je me suis occupé de l'important, maintenant je vais pouvoir m'occuper de l'essentiel. Il me dit: «Mais c'est un non-sens, il faut mettre en permanence l'essentiel au cœur de l'important». J'ai dit: «Bah, écoute, Bertrand, regarde, c'est ce que je viens de mettre dans la préface de mon bouquin» et du coup, on Et est c'est devenus quoi très amis. l'essentiel? On Et parle là, de quoi quand on alors parle d'essentiel? l'essentiel, c'est, heu, je dirais, c'est l'humain, c'est l'humain et tout ce qui caractérise l'humain, tout ce qui caractérise une personne humaine et pour faire court, je pourrais le développer parce que j'ai beaucoup travaillé sur la colonne vertébrale de l'identité, mais l'essentiel finalement, c'est de, faire que justement, dans ce souci de création de l'intelligence collective, c'est de ne pas séparer l'économique et l'humain ou de dire que l'économique va permettre l'humain. Bien sûr, l'économique va permettre l'humain, mais c'est l'inverse. C'est l'humain, par son développement, qui va permettre l'économique et la finalité n'est pas l'économique, la finalité est l'humain. Autrement dit, l'humain pour l'économique et pour l'humain. Tu vois? Et j'ai pu, je ne veux pas citer des noms, mais dans 2 grands groupes, aider, l'équipe de direction et le président à sortir d'une logique où on vise les résultats économiques, comme ça on pourra faire de l'humain. Je leur dis: «Non, non, vous avez à prendre en compte l'humain, c'est-à-dire l'essentiel, parce que c'est la qualité je dirais, de votre équipe, de votre d'intelligence collective des acteurs qui est là, qui va permettre l'économique et du coup, cette économique n'est pas la finalité. La finalité, pas le résultat opérationnel et le résultat financier, évidemment, est essentiel, mais c'est pas les chiffres qui motivent les gens. C'est les chiffres, atteints vont permettre le rêve, vont permettre l'humain. Vous voyez? C'est ça qui est important et c'est ça l'essentiel. Quand d'un moyen Voilà, on fait une fin, on n'est sans exact. doute pas sincèrement occupé aux bonnes choses. Voilà, tu le Vincent, formules quand très on bien. parlait des leaders, je voulais aussi parler du phénomène, d'isolement, de solitude des leaders. Oui, oui. Qu'est-ce que tu observes, Ah,
encore un nouveau boulevard qui s'ouvre. Alors il y a 2 aspects très particuliers de cette solitude. L'une, c'est que tous les dirigeants, ne peuvent pas faire l'économie des paradoxes dans lesquels ils sont. C'est-à-dire que plus ils ont besoin de parler, d'être écoutés, de communiquer, plus ils sont seuls. Parce que, évidemment, tout le monde n'a pas le degré de responsabilité ou le degré de compétence ou le degré de, je dirais, de porter les enjeux qu'a le numéro un, par exemple. Bon. Et donc, un des premiers aspects, c'est les fantasmes. C'est-à-dire que très souvent, le dirigeant se fantasme lui-même et est fantasmé par les autres. Vous voyez? OK. Et ça se matérialise dans la relation en disant ben, parlez-moi comme si j'étais pas le président. Et on se trouve entre 30 et 80% des situations, peut-être même 90, où la blague que je fais, très simple, un peu simpliste, mais quelle heure est-il, mon cher collaborateur? Et la réponse étant pour une part, l'heure que vous voudrez, monsieur le président. C'est Comment ça, sortir de ce paradoxe-là? Et c'est là c'est ça. où la fonction médiatrice du coach peut énormément faciliter les choses. C'est-à-dire que de créer les conditions d'inclusion, d'ouverture, hein, pour jargonner un peu, une ouverture, c'est est-ce qu'on va sortir du syndrome que toutes les organisations connaissent à un certain degré, qui est the Friendly Avoidance Syndrome, le syndrome de l'évitement amical. On évite les sujets qui fâchent dans une relation one-to-one. Tu peux dire que le coach, il va parler aux dirigeants comme personne n'ose lui parler? Inch'Allah, si c'est possible, oui. En tout cas, c'est sa raison d'être et c'est souvent ce que le dirigeant me demande, vous voyez? Très souvent et d'ailleurs quand j'amorce une relation avec un dirigeant, je l'ai fait maintenant une bonne vingtaine de fois, je lui dis: «Vous savez, je ne suis pas un courtisan. Sachez que si vous travaillez avec moi, je ne suis pas consultant, je ne suis pas, cireur de pompe, il faut que je puisse vous dire non. Il faut que je puisse vous dire oui, mais il faut que vous acceptiez que je vous dise non, vous voyez? Et du coup, il faut que vous acceptiez les confrontations et cetera et pour ça, ça suppose qu'on ait un temps d'observation réciproque de 2, 3, 4, 5 séances où vous me disiez vos enjeux, vous me parliez de vous, vous compreniez mon travail, vous comprenez que je ne suis pas un consultant, je ne suis pas moi qui va vous apporter la solution toute faite. Nous allons la co-construire ensemble et nous allons ensemble la co-construire avec vos collaborateurs. Sans ça, allez trouver un consultant. Vous avez les plus grands cabinets qui vont vous fournir de la stratégie, de la finance, etc. Ça, c'est pas ça. Moi, ce que je peux vous aider, c'est à construire l'intelligence collective autour de vous et avec vous et à travers vous. Vous voyez? C'est ça. Tu vois? Comment on se transforme? Tu parlais d'identité, comment est-ce qu'une identité, c'est quelque chose de fixe ou est-ce que c'est quelque chose qu'on cherche à transformer, à faire évoluer? Espérons que les personnes ont conscience de ce que, à la fois, il y a de l'inné, hein, mais il y a aussi de l'acquis et que je peux tout être humain a un certain degré, de remise en question, si tu veux. Je prends une image un peu grossière, mais qui, je pense, que parle aux gens. Je dis: «On est tous des langoustes». C'est-à-dire que cet animal qu'est la langouste est un animal qui a une carapace qui lui remplace une colonne vertébrale. Elle n'a pas besoin de colonne vertébrale, elle a une carapace. Eh bien, on est tous un peu des langoustes. On a un ego, on a un statut, on a une image sociale, on a un idéal du moi. Enfin, ne rentrons pas dans le jargon, si tu veux. Mais l'idée, c'est de ne pas être prisonnier de cette carapace, de ce statut, de cette image de soi-même. Et donc, tout mon travail, c'est d'aider les personnes qui doivent avoir une carapace, qui doivent savoir se battre, qui doivent savoir imposer aussi à un certain moment leur ego, parce qu'il faut, il faut assurer un pouvoir, c'est vrai. Mais au lieu que ce soit un pouvoir sûr, c'est un pouvoir au service d'eux, tu vois. Et pour cela, eh ben, de ne plus être prisonnier de ce statut, et de pouvoir sortir et de cet enfermement que la plupart d'entre nous avons. Moi-même, le premier, je suis aussi une langouste, mais j'ai tellement travaillé sur moi-même que je crois que je peux prendre une position vraiment d'humilité, de basse, de low profile, si tu veux, qui est tout à fait indispensable pour le coach. Si le coach arrive en étant le sachant, le dominant, celui qui sait mieux que les autres,
ben, il faut qu'il se met à ce moment-là, qu'il soit formateur ou consultant. Mais le coach doit être celui qui est au service de la parole de l'autre. Il doit créer les conditions où la personne se sent suffisamment en sécurité pour vivre ce que l'on appelle l'ouverture, c'est-à-dire sortir du friendly avoidance syndrome, le syndrome de l'évitement amical, et où la personne va pouvoir dire ses peurs, ses besoins, ses doutes, ses erreurs. Parce que c'est là qu'on va pouvoir traiter les problèmes. Et c'est pas évident qu'un dirigeant puisse faire ça automatiquement avec son équipe, parce que les gens ont peur la plupart du temps. Vous voyez? Donc comment créer le safe space? Voilà. On sait que la langouste, quand elle mue, elle devient terriblement vulnérable. Quand elle mue, elle doit se défaire de sa carapace pour laisser grandir le corps et puis elle crée une nouvelle carapace, mais c'est sans doute le moment où elle est le plus à risque de se faire bouffer par des poissons ou par n'importe qui. C'est Donc le la danger. métaphore, on peut la continuer comme ça aussi, un Oui. accompagnement, une personne qui peut être fragile par moment. Voilà, donc là, tout ça, c'est à faire avec beaucoup de protection, de progressivité, et d'à-propos, parce que des fois, c'est pas du tout le moment. Il faut être au contraire dans une logique commando, où on suit le dirigeant qui donne des ordres, et cetera. Des fois, c'est la meilleure solution. Mais ne pas être enfermé là-dedans et d'avoir au moins 4 ou 5 modes de fonctionnement. Alors, c'est ça que j'apprends, enfin que j'enseigne modestement, mais avec les dirigeants et avec les équipes, de prendre la position, de mettre le curseur au bon endroit. Est-ce que je suis dans une logique d'empowerment et de subsidiarité principalement? Est-ce que je suis dans une logique entre les deux? Parce qu'il faut quand même, il faut s'écouter mutuellement, puis ensuite accéder à une décision rapide. Bon, ou bien est-ce qu'on a le temps de la concertation, on a le temps, et donc, du coup, pouvoir naviguer entre X et Y, entre une très grande directivité et au contraire une logique d'empowerment euh, majoritaire. Et c'est difficile pour les dirigeants, mais c'est aussi difficile pour les collaborateurs. Parce que souvent, ils ont été habitués à être plutôt des exécutants et avoir une vision qui vient d'en haut. Et d'un seul coup, on les amène à être responsables. Ils ne sont pas forcément prêts à ça. Et inversement, quand ils ont commencé à l'être et que le patron redevient un peu directif, ils disent bah là, ça ne servait à rien. Ben non, il faut être capable de mettre le curseur à tout moment au bon D'élargir le endroit. champ de ce qui est possible, finalement. Exactement. Et ça, c'est un travail. Sur l'identité, dans un épisode précédent de ce podcast qui était avec Jan van Accolijn, qui est le CHRO de Proximus en Belgique, l'équivalent de France Télécom pour les Français qui nous écoutent, qui Oui, relate une expérience intéressante. Il explique dans le podcast qu'il a vécu un licenciement au début de sa carrière et que ça lui a fait prendre conscience de quelque chose qui est devenu très important pour lui en tant que DRH. Il s'est dit: «Je ne peux donc pas confondre mon identité professionnelle et mon identité à moi, et donc c'est pas parce que je perds mon job que ça va affecter, ma confiance en moi, mon identité, mon amour que je peux avoir pour moi-même» et cetera. Je trouvais ça une très belle leçon, et magnifique, donc il reconnaissait que ça avait été un élément fondateur de qui il est comme DRH, de faire absolument. attention que les gens ne confondent pas leur statut professionnel et leur identité. Alors, tu as tout à fait raison. C'est pour ça que dans mon expérience à la fois de thérapeute et maintenant qui est devenue principalement d'executive coaching, j'ai toujours ces 3 niveaux, le niveau opérationnel, le niveau de la job description, qui n'est pas le niveau de la personne, tu vois? C'est Et ça, on dit je ne ceci. pourrais je ne pourrais en fait avoir une certaine sécurité professionnelle que si fondamentalement j'ai travaillé sur ma sécurité personnelle, voire même ontologique, tu vois? C'est-à-dire que j'ai travaillé alors on a des aspects, il y a l'aspect psychologique ou l'aspect, relationnel, et notamment j'ai travaillé sur mon complexe de l'imposteur. Donc, est-ce que je peux, en face de mes collaborateurs ou de mes interlocuteurs, accepter de montrer mes limites, de montrer mes doutes, de montrer mes peurs et de mes besoins? C'est pas toujours possible, mais je sais que j'ai suffisamment de sécurité intérieure pour accepter que je ne sois pas parfait, que je ne suis pas tout puissant, que j'ai pas toutes les informations, que j'ai pas tous les moyens. Et du Ouais, coup, je ouais. peux aussi, à certains moments, me montrer dans ma vérité et de ma vulnérabilité, ce qui est très important pour permettre aux autres, à leur tour, de montrer leur vulnérabilité. Là, j'ai de nombreux exemples de situations de crise et de situations de team building où le patron me disait: «Oh là là, il y a un tel, ils ont fait des erreurs, c'est pas possible, j'ai pas été suffisamment directif, ils n'ont pas voulu écouter ce que j'ai dit». J'ai dit: «Bah, écoutez, très bien,
Peut-être qu'il est urgent de virer la personne, peut-être qu'il est urgent de traiter le problème, en tranchant d'une façon chirurgicale. Mais peut-être que vous pouvez vous servir éventuellement de cette situation-là pour faire grandir et de créer un dialogue avec les personnes. Moi, je ne vais pas citer les noms, mais j'ai vécu ça dans des situations extrêmes où justement le patron disait: «Écoutez, il y a un tel a fait une erreur, on pourrait être dans une logique de répression ou de punition. Je pense que peut-être c'est intéressant qu'un tel qui a fait l'erreur veuille bien partager qu'est-ce qui s'est passé pour lui. Et la personne, se sentant en sécurité, n'étant pas menacée, la personne avec un processus d'accompagnement, etc. Bon, et la personne commençant à se libérer, voit que les autres dans l'équipe lui disent: «Ah, merci de nous dire ça, parce que ce qui t'est arrivé aurait pu m'arriver, voilà, parce que moi aussi, parce que» et du coup, l'équipe et le patron découvrent un tas d'informations qu'ils n'avaient pas et qui sont essentielles pour partager dans le groupe. C'est pas toujours possible, mais parfois c'est possible et c'est ça qui est Une petite fable d'un employé qui avoue à son patron qu'il a fait une erreur coûteuse d'1 million d'euros. Et puis, il dit: «Je suppose que vous allez me virer?» Et le patron dit: «Bah non, je viens d'investir 1 million dans ta formation». Alors, j'ai exactement vu deux trois fois cette situation. Je me rappelle notamment avec Bertrand Martin, il avait des exemples, de une multiplicité d'exemples. J'ai vu cet homme dans les années 90, j'ai dans les 85 à 80 à 98, quelque chose comme ça, il a libéré son entreprise d'une façon absolument extraordinaire, au point qu'il a témoigné et qu'il a créé un club patronal que j'ai accompagné, dont j'ai accompagné la fondation. Pendant 30 ans, j'ai accompagné ce club et vraiment, c'était ce type d'exemple-là qui était, s'entraîner en tant que dirigeant, mettre l'essentiel au cœur de l'important, à accueillir l'humain parce que c'est l'humain qui va permettre, la croissance, quoi. Oui, bah, Ça ne c'est veut une pas dire démarche de que vulnérabilité et voilà, d'authenticité, hein. Ce sont des thèmes très actuels dont on reparle énormément maintenant, la volonté voilà. d'être authentique dans son leadership. Tu nous as dit que ton premier livre était, Le leader porteur de sens, hein, c'est une référence, absolue. C'est quoi cette idée d'un leader porteur de sens? Ben alors, un autre boulevard. C'est que en géné non, non, mais pour faire court, je peux le traiter en 30 secondes, en 1 minute. La plupart des demandes de coaching partent d'une situation où l'enjeu est sur le what. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la stratégie? Quel est le résultat? Quel est le problème qu'il faut traiter, et cetera? Mais le traiter suppose une compétence que le dirigeant soit n'a pas vraiment ou n'a pas suffisamment développée ou pour lequel il est pris dans des paradoxes, vous voyez? C'est comment, générer une dynamique collective? Est-ce que c'est en maniant le knout et en étant hyper directif ou c'est en créant un espace où du lâche du contrôle pour que les gens puissent s'exprimer et cetera? Bon, donc on passe du what au how. Comment on va faire? Moi, j'ai travaillé donc pendant 13-14 ans avec des grands cabinets comme BCG, BN et cetera et c'était des champions du what, hein. Quelle est la bonne stratégie à mettre en place? Simplement, ayant élaboré la stratégie en place, comment les responsables, les dirigeants et l'ensemble de la structure allaient la mettre en œuvre, vous voyez? Donc le how, ça, beaucoup moins développé sur le how, vous voyez? Et ou alors ils faisaient à la place des personnes et puis quand ils s'en allaient, ben, les problématiques restaient et cetera de donc on passe du mais l'essentiel justement, ouais, l'essentiel, c'est pas seulement le what et le how, c'est le why. Au nom de quoi? Quelle est la finalité? Quelles sont les valeurs? Quelles sont quelle est la fin? Et pas seulement s'identifier aux moyens, quelle est la fin? La fin pour l'entreprise, la fin pour les actionnaires, la fin pour les investisseurs, la fin pour les personnes qui sont dedans. Donc le ouais. Et tout ça est complètement conditionné par quelque chose qui est une zone aveugle la plupart du temps, qui est le who. C'est-à-dire la personnalité des personnes et leurs besoins de sens que les personnes qui sont dans un boulot, eh ben, ils trouvent, non pas simplement une adaptation à une situation, mais qu'ils puissent contribuer à la création du sens de l'entreprise, de ses finalités, de ses valeurs et cetera. Eh ben, Est-ce qu'on pourrait l'idée dire c'est que ça. qu'ils puissent amener leur essentiel au cœur de l'important? Mais exactement, merci, tu fais un magnifique raccourci. C'est-à-dire comment créer dans un écosystème complexe où des personnes se débattent avec plein d'enjeux
à la fois opérationnels, mais identitaires, etc., eh ben, puissent trouver une cohérence entre l'orientation et les valeurs de l'entreprise, ce qu'elle est en train de créer, et leurs propres aspirations personnelles, quoi. Voilà, comment Ouais. donc porteur de sens. Et je n'ai pas dit donneur de sens. J'ai mis sur mon titre porteur de sens, c'est-à-dire que le sens, au début, bah, peut être initié par un visionnaire, un Steve Jobs, un je ne sais qui, enfin, un Iacocca ou un Pouyanné, enfin, pas un patron, un grand patron, mais très vite, que ce sens soit co-construit, pas simplement suivi, mais soit ouvert et donc amener, ce que j'appelle ça, il y a le 6e stade du dirigeant donneur d'ordre qui devient dirigeant receveur, c'est qu'il devient porteur de sens, c'est-à-dire qui a su créer dans son équipe des gens qui vont construire du sens à partir de leur représentation, de leur expérience, le financier, le commercial, le juriste, etc., le chercheur, l'ingénieur, etc., eh ben, ils vont apporter une vision et qu'on accueille toute cette contribution, ces visions, et le patron peut faire des arbitrages, mais ce n'est pas lui qui passe son temps à définir a priori les objectifs ou les valeurs, tu vois? Ça Oui. se construit ensemble. Et ça va souvent chercher dans la valeur sociétale de l'entreprise finalement Alors, ce oui, sens. oui, alors, oui, mais de plus en plus, il y a mais évidemment les valeurs sociétales, les valeurs écologiques, les valeurs de la planète, mais au-delà de ça, je dirais même des valeurs spirituelles. Quand je dis Oui, spirituelles, c'est pas religieux, hein, mais c'est des valeurs qui donnent vraiment du sens, qui fait que les gens puissent rêver. Il faut tous les gens, chaque être humain, moi comme les autres, on a besoin de rêve. Si on ne rêve plus, on meurt tout simplement. Donc, comment créer la possibilité de créer un rêve et que ce rêve corresponde aussi à une certaine réalité, tu vois? Mais il faut oui. ça, il Tu faut sais, ça. dans un épisode précédent, il y a un vrai leader porteur de sens qui est Denis Machuel, qui est le CEO du groupe Adecco. Denis, que j'ai eu la chance de recevoir dans ce même podcast, voici quelques épisodes. Et Denis pose ça merveilleusement bien à un niveau, rarement vu. Et il va jusqu'à dire que bon, il dirige une très grande entreprise puisqu'elle compte plus de 100 000 personnes et il va jusqu'à dire: «Tiens, l'entreprise quand elle est porteuse de sens, elle est la preuve qu'on est encore capable de faire société, quand il y a du sens». Il fait Exact. travailler des profils très différents ensemble, dans des pays très différents, des gens avec des éducations très différentes et il dit: «Et malgré tout, on arrive à mettre toute cette diversité au service d'un sens commun» et donc c'est bien la preuve qu'il y a moyen de faire encore société. Je trouve ça Absolument. magnifique. Il se trouve que je le connais un peu, Denis Machuel. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il a passé par toute une expérience à Sodexo, et cetera, et Oui, je pense qu'il a pu mettre en œuvre justement dans cette nouvelle étape chez Adecco. Mais il est très proche d'un autre ami qui a travaillé avec lui, avec qui est devenu président de ce club patronal. Bon, je ne vais pas citer de nom, mais donc c'est vraiment ce type de réflexion dans lequel je suis depuis 40 ans, 50 ans, quoi, vraiment, tu vois? alors on travaille pas seul, on travaille en équipe et une des particularités de ton approche de coaching, c'est qu'elle est multimodale, elle se travaille sur différents plans, le champ individuel, le champ d'équipe et puis le champ organisationnel. Tu peux nous Absolument. partager tes vues de ce qui fait une équipe performante? Qu'est-ce qui fait qu'on Oh! bosse bien en équipe? Alors là, oui, encore. Ça Tu vas demande une encore me dire que journée. tu prends une minute, mais c'est parfois un peu plus long, Vincent. Dans des promotions de coach, ça prend une journée là-dessus, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qu'une équipe performante? Alors là, je ne peux pas ne pas me référer à un de mes maîtres qui est Will Schutz, Bien sûr. qui est arrivé à cette conclusion que je rejoins complètement et que je vais m'exprimer très brièvement parce que ça mériterait une bonne heure. Mais il dit souvent: «L'équipe performante, on croirait, c'est celui qui a un patron génial», et il disait cette chose, il dit: «J'ai vu des équipes et des entreprises super performantes, le patron, il est bien, il a des qualités, mais enfin, c'est pas un génie absolu, quoi». Donc je renonce à ce mythe. Le deuxième, je croyais que pour que l'équipe soit performante, il fallait
une vision extrêmement claire, extrêmement partagée. Ben, je vois que des entreprises, c'est pas tout à fait clair, il y a des contradictions, et cetera, mais finalement, ça marche quand même pas mal, bon. Il y a certains sont plutôt certaines valeurs, d'autres valeurs, mais enfin, en gros, ça voilà, c'est pas si clair que ça. Le troisième mythe, c'était l'idée qu'il fallait pas de conflit, hein. Ah ben non, j'ai vu des équipes très performantes, ils s'engueulent, ils se claquent la porte au nez, ils partent en tapant du poing sur la table, et cetera. Mais quand il s'agit de, de faire la guerre ou de faire, il y a une urgence, bon ben voilà, bon. Donc l'absence de conflit n'est pas une entreprise saine c'est comme une famille, c'est pas une affaire il y a pas de problème. C'est là où il y a des problèmes et on les traite. Bon voilà, bon. Et puis il y a un quatrième niveau, c'est, de croire qu'il faut, une très grande homogénéité. Il dit: «Non, non, non, je découvre des entreprises qui sont extrêmement hétérogènes». Alors il y a un certain degré, c'est ce que dit, Morin, j'aime bien, unitas multiplex, c'est-à-dire qu'il y ait de multiplicité, mais en même temps d'unité. Bon, vous voyez? Et il dit la conclusion, les entreprises performantes, c'est des entreprises qui peuvent vivre l'ouverture. C'est-à-dire que les équipes, le patron, l'ensemble des projets transverses, et cetera, sont portés par des personnes qui osent dire leurs peurs, leurs besoins, leurs erreurs et qui osent aller traiter vraiment les problèmes, vous voyez? Voilà, c'est l'ouverture. Donc pour moi, c'est une équipe performante, c'est une équipe où les acteurs ont traité sur leur identité, ont appris à communiquer, communiquer sur la communication, et cetera, et ont pris en compte pas simplement le what et le how, mais le why et le who. C'est-à-dire qu'ils traitent le leur propre identité, celle de l'autre, et créent les conditions d'une inclusion, d'une coopération, quoi, et d'une ouverture. Je pense que Will Schutz a dit, je pense ne pas le trahir, qu'on remarque une équipe performante au fait que les membres osent exprimer leurs peurs et ont Voilà. renoncé à avoir raison à tout prix. Alors absolument, c'est self-righteousness, c'est le piège numéro un. C'est moi qui ai raison, vous voyez? Et il y a un travail très simple, mais qui demande du temps, c'est de dire: «Je préfère être heureux et être bien plutôt que d'avoir raison». Être heureux Donc et bien plutôt que vrai. Oui, ça c'est bah, une ça n'empêche pas, philosophie des de fois, vie. il faut imposer sa vision, bien sûr, Oui, mais ne pas être prisonnier de un des pièges numéro un, c'est ça, c'est le self-righteousness, hein. Des personnes se rigidifient dans le fait que ma représentation est la seule possible, vous voyez? Non, il a Ah, je me le suis déjà président laissé dire, Vincent, que le monde irait beaucoup mieux si tout le monde était un petit peu plus flexible. voilà, on peut dire ça, oui, ou qu'il y ait un peu plus de tolérance et d'amour, mais surtout de compréhension de ce que, on a besoin du point de vue de l'autre, quoi, voilà. Oui. Alors, on a parlé des individus, enfin, on a parlé du coaching, des individus, des leaders, de leur identité, de leur transformation, des équipes performantes. Il y a le champ organisationnel aussi. C'est quoi le coaching d'organisation? Ah, alors ça, c'est pour moi, c'est toujours présent. C'est-à-dire que quand je travaille avec un responsable ou une responsable, c'est pas une personne seule. C'est pas comme dans un lieu thérapeutique où on va descendre dans l'archaïsme, dans l'histoire passée, et cetera. Il y a une personne qui porte plusieurs enveloppes d'identité et il y a presque toujours une équipe, même quand il s'agit de quelqu'un qui est indépendant, en fait, il est dans un faisceau de relations, dans un, réseau, et cetera. Bon, mais donc une identité personnelle, une identité professionnelle et une identité d'équipe et une identité organisationnelle ou même celle d'un métier, dans lequel la personne est presque toujours en interdépendance, quoi. Bon. Alors, pour moi, je ne sépare pas le coaching individuel, le coaching d'équipe, le coaching d'organisation. Inversement, quand je travaille avec une organisation, c'est pas, je dirais, c'est pas des robots avec qui je travaille. Je travaille à travers des personnes qui portent l'organisation ou l'organisation qui conditionne les personnes. Donc, je ne fais pas l'économie des personnes qui sont dans l'organisation. Et là, il y a deux dimensions particulières. Il y a la dimension, je dirais, systémique, qui est évidemment incontournable et que tout le monde n'a pas suffisamment théorisé ou conceptualisé, parce que quand on ne l'a pas un peu conceptualisé, on ne sait pas, on ne comprend pas ce que sont les phénomènes de reflets systémiques, etc. Et puis la dimension fractale qui est dans l'organisation. Et je vais de plus en plus
vers une forme de représentation de l'organisation qui devient maintenant ce que j'appelle l'entreprise quantique. C'est-à-dire L'entreprise que quantique. oui, Alors, oui. Alors c'est un de peu quoi nouveau s'agit-il? encore, Oui, mais enfin, pour moi, c'est de plus en plus vécu depuis des années. C'est-à-dire, j'avais été très marqué de Sheldrake, des champs morphogénétiques de Sheldrake, c'est-à-dire cette notion que, bon, si on reprend la représentation quantique de l'atome, on voit que l'atome est une corpuscule, mais en même temps, c'est une onde, vous voyez? Et ben, maintenant, je vois les personnes comme des personnes individuelles qui ont un corps objectif, mais en fait, ce sont des ondes. Et du coup, l'entreprise est faite de toutes ces personnes et que c'est un champ d'ondes, c'est un champ vibratoire. Et donc, comment aider les acteurs à atteindre le niveau vibratoire qui fait que on va, pour faire d'une façon très simpliste, dire on soit tous sur la même longueur d'onde. Tu une vois? harmonie, une harmonie. C'est pas seulement l'harmonie, c'est de trouver le niveau vibratoire qui correspond à la situation et peut-être que ce niveau vibratoire va nous amener à être en conflit, nous amener à être en guerre, nous amener à être, dans des décisions très difficiles, dans des changements, brutaux, chirurgicaux et cetera. Donc c'est pas du tout bisounours, c'est pas le tu vois? Mais c'est cette notion que, ce n'est pas voilà, si tu veux, le grand danger, alors j'ai un certain nombre d'amis, familiers avec la complexité, c'est-à-dire de sortir du paradigme qui est le plus prégnant, malheureusement encore, qui est un paradigme de causalité linéaire, tu vois? C'est-à-dire qu'on va chercher la cause pour l'effet. Ben non, on est au-delà des causes et des effets et c'est ça, cette notion quantique qui fait qu'on ne peut plus être dans Descartes, dans Newton. Il nous faut, même dans la relativité, il Einstein. faut être au-delà de ça, tu vois? Il faut être, Oui. il faut dans une forme de pensée quantique, c'est-à-dire que, je réalise moi je le vis très fort dans le coaching. Quand je coach quelqu'un individuellement, au bout d'un certain temps, je ne sais plus très bien si c'est lui ou si c'est moi qui parle, tu vois? Il y a un moment donné, en créant les conditions d'une libération de la parole, il y a quelque chose qui est la rencontre de 2 ondes et on ne sait plus très bien, si c'est lui ou La si c'est moi, tu vois? co-création, la C'est une co-cré co-création. c'est une Oui. dimension, presque mystique, on pourrait dire. C'est-à-dire que le mystère de l'autre se déploie avec et par mon propre mystère. Alors je ne vais pas rentrer là-dedans parce que là, ça devient peut-être un petit peu difficile. Mais fondamentalement, tu vois, comment créer un climat, je dirais, qui débouche sur une forme, alors le terme est chargé, hein, de communion. Voilà, de communion de pensée, d'enveloppe culturelle partagée, tu vois? Voilà, de se mettre sur la même longueur d'onde ensemble et dans un niveau qui est conditionné par un niveau de confiance réciproque. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Tu sais, quand j'ai suivi la formation, j'étais encore DRH, groupe en poste, Chief HR Officer et ça m'a rajouté une dimension que je n'avais pas anticipée du tout. Porter un regard différent sur des choses que je faisais depuis des années, donc ça m'a permis d'enrichir ma pratique et de ramener de la profondeur et de la densité et notamment dans le regard qu'on peut poser sur les systèmes. Et je réfléchis aujourd'hui, pour mes collègues DRH, à dire: «Mais comment se transformer en Chief Human Systems Officer?» Qu'est-ce que ce serait intéressant que les DRH apprennent à comprendre les systèmes, humains principalement, puisque c'est leur domaine, mais quelle puissance ils amèneraient dans les comités exécutifs s'ils pouvaient amener la pensée systémique qui ne concerne pas que l'organisation propre, qui pourrait concerner aussi les relations avec tout l'écosystème, la supply chain, les investisseurs. Et donc, quel magnifique avenir pour les DRH de commencer leur mutation vers des Chief Human Systems Officer. Et je pense que ça touche à ce qu'on vient de discuter. Ça va tout à fait dans la direction que je partage avec toi, mais je dirais le danger, c'est que nous sommes la plupart du temps enfermés inconsciemment dans une représentation paradigmatique, si tu veux, qui est en fait dépassée, qui est obsolète. On est encore dans des causalités systémiques comme s'il y avait une objectivité du système, tu vois? Et je pense qu'il y a une sorte de dépassement et c'est pour ça que je dirais une ouverture quantique est importante. On est au-delà des logiques, scientifiques, classiques ou du positivisme classique, tu vois? Il y a que les mathématiques à la limite qui ont une rigueur absolue, mais là on est dans l'intersubjectivité et donc on entre dans un degré de mystère qui fait que quelque chose qui se passe à un autre endroit
curieusement, il se passe à un autre endroit en même temps. Comment tu l'expliques? Il y a aucune autre que une explication quantique. Tu vois? Il y a aucune dimension ni linéaire, ni circulaire, ni même, tu vois, récursive qui suffise. C'est au-delà c'est un dépassement, disons d'une nouvelle science, tu vois, qui est en train de J'aimerais tellement organiser une rencontre entre des coachs, des DRH et des physiciens pour voilà. pour pour, heu, aller chercher dans les représentations qu'ont les physiciens avec ce que tu expliques, ce qui peut aussi s'appliquer au système humain ou à l'entreprise. Voilà, mais on en a J'aimerais déjà tellement. l'intuition, tu vois? Des Oui, équipes performantes ou qui ont vécu cette, remise en question de sa rigidité personnelle, qui ont accepté la métacommunication avec l'autre, communiquer sur la communication permanente, qui ont accepté la dialogique et la téléologique commune et cetera. C'est-à-dire, on est d'accord sur les finalités, tu vois? Mais ces finalités sont quelque chose de mystérieuse et s'inscrivent dans une dynamique qui est de la sérendipité permanente. Tu vois? On est même sorti ce que maintenant on a depuis 10-20 ans, on a parlé du new normal, c'est-à-dire le changement permanent. C'est au-delà de ça, tu vois? C'est au-delà de ça. C'est quelque chose qui est de l'ordre, des ondes dans lequel un niveau vibratoire que l'on partage ou que l'on ne partage pas. c'est ça. Alors, je vais faire glisser quelque chose ici de ma table qui est une pile de bouquins, heu, que tu as écrits et ils ne sont pas tous là, mais je voudrais faire un petit temps de recommandation aux gens qui suivent le podcast et qui ont envie d'approfondir ta pensée. Et il y a celui-ci que j'aime beaucoup qui est enfin je les aime tous, mais le management hybride. Je le trouve très intéressant. Moi, je l'ai mis entre les mains de tout le comité exécutif de la société dans laquelle j'étais parce qu'on travaillait sur des sujets, de collaboration et cetera. Je dis: «Regardez, c'est intéressant parce qu'il y a cette nuance, c'est pas ça ou ça, c'est beaucoup dans le monde du et». On doit pouvoir faire coexister différents types de management selon l'intelligence des situations. Dans Beaucoup la aimé. complexité et ce livre, parmi les qualités quand même importantes, il a préface de Florent Ménégo, qui est pour moi un des plus grands dirigeants que je connaisse actuellement, qui m'a fait l'amitié de faire cette, préface et avec qui j'ai travaillé pendant 8 ans, donc le président de Michelin et donc c'est vraiment quelqu'un, qui incarne ça, tu vois? Je pourrais donner Tu vois plein que tu finis par d'exemples. nous donner des noms quand même, hein? Tu vois que tu finis Bah, par nous oui, donner des oui, noms je quand même. peux le faire parce Alors, que c'est sur il le y a bouquin et il a parlé de moi dans une interview, donc je ne voilà. suis plus prisonnier. Il y a les 10 stratégies de coaching. Oui, Celui-ci a souffert parce que mon chien a mordi dedans, mais il est intact au niveau du contenu. Devenir acteur de l'entreprise libérante, oui. avec Philippe Bernard, l'intelligence collective en action, Merci, ouh là là, tu as des bonnes celui-là. lectures. Et alors la base de beaucoup de choses, le responsable porteur de C'est chance, oui, le page les pratiques ouais. du coaching et du team building. Team building pour, nos auditeurs dans la pratique de Vincent, c'est pas, les activités récréatives en équipe, c'est la construction d'équipes performantes, et qui travaillent volontiers ensemble. Alors, c'est quoi ton prochain livre, Vincent? Je suis en train de terminer un livre sur la colonne vertébrale de l'identité Bien, chouette, on sera on et sera on sera ce hâte de le que lire. ce que je suis en train de vivre, notamment avec un ou 2 dirigeants, mais notamment un dirigeant important que je ne pourrais pas nommer encore, mais heu, il m'a dit: «Mais il faut qu'on fasse la colonne vertébrale de l'identité de l'entreprise et que les 2 collent». Donc Ah oui, il ah se oui, bien trouve sûr. que ce travail qui est le résultat de 30 à 40 années de réflexion, commence à résonner chez un certain nombre de dirigeants que j'ai accompagnés et je pense que ça correspond à cette idée de mettre l'essentiel au cœur de l'important. Ouais, ouais, oui, très bien. On va terminer de manière un peu plus légère. Est-ce que tu aurais une anecdote de coaching que tu pourrais, commenter ici ou révéler ici? Chose marrante qui t'est arrivée en coaching? Alors, oui, mais ça risque de prendre du temps, donc une anecdote qui soit courte, tu me prends un petit peu au dépourvu comme Tu pas ça. en dépourvu? Qu'est-ce que je pourrais te dire, Oui, une anecdote que je raconte d'ailleurs dans le livre, Le management hybride. Il y a une vingtaine de situations. Alors je vais elle mérite, 10 minutes, mais je vais la faire en 2 minutes. Un dirigeant, ce qui est quand même souvent le cas, j'évoque un dirigeant important, d'une grosse business unit dans un grand groupe et qui est un homme brillant et un homme très humain. Et il se trouve que sa DRH vient me trouver en disant: «Écoute, j'ai un patron formidable, mais il est victime de son excellence».
C'est-à-dire qu'il est tellement formidable que son équipe est démoralisée parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. Il faudrait que tu le coaches. Et moins bon. Alors, c'est une situation amusante. Enfin, bon, donc je le rencontre et je trouve effectivement un homme brillant, humain, sympathique, chaleureux, et cetera, et cetera. Et je lui dis: «Bah, écoutez, prévoyons effectivement quelques séances de coaching, peut-être aussi avec votre équipe». Il dit: «Oui, oui, bien sûr». Donc je rencontre son équipe, et cetera. Puis je vais assister à une réunion de comité de direction. Et puis je vois qu'effectivement ça se passe très bien, mais que les gens sortent, finalement démoralisés et donc je fais le tour des membres de son équipe en disant: «Qu'est-ce qui se passe?» et cetera, et cetera. Et puis les gens disent: «Bah, il est tellement brillant que nous, on n'est pas à la hauteur», et cetera, et cetera. Bon, je dis: «Moi», puis un tel dit ça, un tel dit l'autre chose, et cetera. Et donc je vais le retrouver en lui disant: «J'ai des choses à vous dire». Alors il me dit: «Ah bon, bah oui, vous êtes là pour ça», et cetera. Et je commence à lui parler et au bout de 2-3 minutes que je parle, alors que j'avais vraiment des informations à lui donner, il me coupe la parole et il le fait d'une façon qui n'est socialement acceptable. Il me dit: «Ah oui, ce que vous dites là, alors ça me fait penser, tac», et hop, il part dans un petit topo théorique ou une idée fulgurante et moi je me retrouve, alors un peu frustré qu'il m'ait coupé la parole, mais aussi fasciné parce l'idée qu'il présente là, et cetera. Bon, ça se passe pendant 3-4 minutes et puis je reprends mon truc et puis il me recoupe la parole 3e fois, 2e fois, une 3e fois. Alors 3e fois, je dis: «Ouh là, ça va pas quoi. Qu'est-ce qui se passe?» Et je réalise que je n'ose pas l'interrompre. Quand il m'interrompt, je n'ose pas le confronter. Je me dis: «Mais c'est exactement ce qui se passe avec ses collaborateurs». Processus parallèle, clin d'œil à tous ceux qui ont suivi la Processus formation parallèle, consulting. exactement. Mais il me faut 2 à 3 minutes pour comprendre vraiment ça, pour faire le lien et pour sortir de ma frustration, de mon agacement, voire même de ma colère et puis de la peur de l'affronter, enfin, parce que c'est un type bien, et puis j'ai peut-être été discourtois, tu vois? Et puis d'un seul coup, je dis: «Stop, excusez-moi, là, il faut que je vous dise un truc, important». «Ah bon, bon?» «Oui, là, je vous interromps parce que ce qui se passe là, c'est préoccupant». «Ah bon, 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 vous êtes mon coach, allez-y, allez-y». Et je dis: «Vous voyez, vous m'avez coupé la parole 4 fois de suite alors que je suis là pour vous donner des informations». «Oh, excusez-moi, je suis désolé». Non, la question n'est pas, socialement, c'était tout à fait correct, c'était un peu désagréable, mais c'est pas ça. Simplement, ce qui s'est passé à la 3e fois, comme vous êtes extrêmement brillant, que je vous admire et que je vous aime bien, je me suis retrouvé comme un lapin dans les phares de la voiture. Vous voyez? Et j'osais pas vous interrompre parce que j'avais peur d'être discourtois, et cetera. Et ben, ce qui se passe pour moi, pourtant je suis payé pour être frustré, je suis payé pour vous confronter, mais il m'a fallu prendre sur moi pour dire: «Stop!» Vous voyez? Et c'est ce que vos collaborateurs n'osent pas et ne savent pas faire. «Ah ça alors, on ne m'a jamais dit ça». Je dis: «Bah oui, bah il est temps, c'est pour ça que je suis là». «Ah mais alors docteur, est-ce grave?» Je dis: «Oui, c'est grave». «Mais alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» Et donc je lui ai dit que c'était pas une question de courtoisie, c'était qu'il ne réalisait pas à quel point son excellence le piégeait et interdisait aux personnes de se trouver à la hauteur et c'est pour ça qu'ils sont déprimés, tu sais? Et du coup, voilà l'exemple. Et ça, il m'a dit: «Mais on ne m'a jamais dit ça. Bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il Ouais. faut que je fasse?» Alors j'ai dit: «Bah, écoutez, quand vous avez un collaborateur qui vient, qui a des choses à vous dire, surtout, vous êtes attentif en disant: "Il faut pas que je l'intervienne, il faut que je la ferme et que Oui. j'attende qu'il ait fini", et que quand il a fini, vous prenez pas le lead à nouveau. Vous lui dites: «Peut-être que vous avez des choses à rajouter. Peut-être que je ne suis pas sûr de vous avoir bien compris», pour que la personne ait vraiment le temps de déployer tout ça. Et vous ils vont être très surpris. Ils vont dire: «On nous l'a changé», vous voyez? Et à ce moment-là, peut-être vous reformulez un peu ce qu'il vous a dit pour lui montrer que vous avez pris en compte. C'est-à-dire, il va être stupéfait au lieu de partir dans un brillant topo comme vous le faites régulièrement. Il me dit: «Mais non, on ne m'a jamais dit ça, mais comme c'est utile, je vais le faire», et cetera. Et il l'a fait, enfin ça a changé vraiment, voilà, je résume, hein, que Prise de ça conscience et ça a pris 1 heure reconfiguration si vous alors. voulez. Ouais. Et Voilà un quel bel exemple, exemple. c'est ce qu'on appelle le processus parallèle pour ceux qui Voilà, connaissent moins voilà, voilà, les merci. approches de coaching. C'est quand s'invite dans la relation avec le coach quelque chose qui provient de l'environnement de la personne et sur lequel il faut travailler, où il a envie de travailler. Exactement, on appelle Ouais. ça aussi le reflet systémique, enfin et cetera. C'est donc, Oui, et oui. c'est là où un tiers
peut parfois décoder, discerner un phénomène comme ça, dans lequel les 2 partenaires sont enfermés, vous voyez? Ouais, 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 Voilà une magnifique. anecdote. Vincent, alors tu nous as dit que tu as dépassé les 60 ans, au moins. D'où tiens-tu toute cette énergie? Heu, ben, je crois que j'ai plutôt eu, un fond de bonne santé, même si j'ai eu une vie, sportive, j'ai beaucoup enfin depuis mes 50 ans, j'ai beaucoup pratiqué le yoga. J'ai une vie spirituelle importante, et je pratique tous les jours, disons, le yoga, et je l'ai vécu d'une façon très, très intense. J'ai vécu, 2 ans dans un monastère bénédictin. J'ai vécu, quand j'avais 28-29 ans, 1 an auprès d'un maître hindou, et cetera. Donc j'ai vraiment fait des choses fondamentales que je continue de faire, et ce qui fait qu'ayant dépassé déjà de 80 ans, ben, je suis enc il reste encore un petit peu d'énergie, quoi. Bon, ben, si je peux signer maintenant un contrat pour avoir cette énergie, quand j'aurai ton âge, je signe tout de suite, hein, ça j'achète. Il faudrait peut-être que je me mette alors à des pratiques comme celles que tu décris, ce qui est pas mon cas encore. Heu, Sans doute la dernière question, s'il t'était donné, peut-être grâce à la physique quantique ou d'autres phénomènes encore peu connus, de te rencontrer toi, au début de ta carrière, mais avec l'expérience acquise maintenant, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil? Alors, est-ce que ce serait au début de ma carrière après les études ou avant les études? Je précise pas. Alors dans mon cas, j'ai eu, une situation, très particulière parce que j'étais le dernier enfant de 6 enfants et d'un père, qui est un homme extraordinaire, heu, qui est quand même, m'a conçu quand il avait 50 ans. C'est-à-dire que mon père a fait la guerre de 14. Il est rentré à Polytechnique en 1913, dans les premiers. Il a fait la guerre 1 an après, donc à peine 20 ans, et après, il a fait les mines et il est devenu ingénieur général des mines, et c'était pour lui un enjeu très important d'avoir été un bon élève, d'avoir réussi, et cetera, et ça a pesé très fort sur mes frères et sœurs, sur moi, au point que quand j'étais en Mathelem, peut-être 10, 20, 50 fois, j'ai pas vraiment fait le compte, il me disait: «Bon, je suis rentré 6e à Polytechnique, je suis sorti 6e ou 7e, il te reste 5 classes». Donc j'ai eu une pression Ouf! terrible. La plus lourd. En même temps, il avait été reçu à Normal Sup, il avait bon, donc j'avais une figure paternelle, qui ne me laissait pas vraiment le choix de ma à 14 ans, un jour, il m'a dit: «Qu'est-ce que tu veux de faire plus tard?» Ben, je l'admirais beaucoup et je l'aimais beaucoup. J'ai toujours beaucoup aimé mon père malgré des ambivalences, des colères, et cetera. Mais, c'était pas le système familial était tel que hors d'une grande école, j'étais vraiment rien, quoi, dans le système familial, et ça a été terrible pour moi. Ça a été très, très douloureux. Heureusement, j'ai quand même pu faire une école de commerce. J'ai fait HEC. Bon, j'ai fait un bout de business school américaine, mais j'étais pris dans un tuyau quand même, et ce n'est que 3, 4, 5 ans après ces études, après mon service militaire, et cetera, avoir recherché ma voie, et cetera, que j'ai pu trouver, une forme de vie qui me correspondait, qui était plutôt la psychologie, d'intégrer aussi ma spiritualité, d'intégrer, et cetera. Voilà, donc, pour répondre à ta question, il m'a fallu beaucoup de travail sur moi, beaucoup de, disons, beaucoup de souffrance aussi, enfin, pour arriver à trouver à peu près le sillon, dans lequel je suis actuellement et pour lequel je me sens, vraiment bien placé, quoi. C'est vraiment j'aime mon métier, j'aime développer des personnes, mais aussi des personnes dans l'écosystème dans lequel elles sont, et de contribuer à travailler heu, pour le monde, quoi, pour Dieu aussi, parce que je suis quelqu'un de très croyant. Donc, comment développer des personnes? Ça, c'est vraiment quelque chose auquel j'aspirais, et il se trouve que mon passage m'a amené à intégrer un peu ces dimensions de la personne, de l'équipe, de l'organisation. J'ai travaillé avec des grandes organisations, j'ai travaillé avec des dirigeants importants, et j'ai formé des milliers de coachs, quoi, disons, Tu depuis pourrais 4. formuler ce conseil en 1 ou 2 phrases? Ce serait quoi ce conseil que tu te donnerais à toi-même à ce Ben, de moment-là? peut-être que bah, je regrette pas ce que j'ai fait, mais j'aurais,
le conseil, ça aurait été peut-être de me faire confiance plus tôt, quoi, tu vois? J'ai eu beaucoup de mal à me faire confiance, quoi. Par exemple, les modèles qui étaient présentés, m'amenaient à rentrer dans des tuyaux plutôt que de trouver vraiment ce que je voulais faire, quoi. Merci Vincent. C'était un Et échange. je regrette pas ce à quoi je suis arrivé, tu vois? Vraiment. Ah non! Ah Ouais, non, ouais. ce serait le comble. Ouais. Merci pour cet échange Vincent. Je t'en prie, je t'en prie. C'était The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires TransSurge et Q7 Leader. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles dans votre programme de podcast, à vous abonner et à en parler autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.